La taxe au tonnage, niche fiscale des armateurs. C'est une injustice qui a souvent été mise en avant ces derniers mois. Et les injustices sont, à raison, un sujet clivant, et suscitent donc facilement l'engagement et sont propices à générer beaucoup d'audience. Mais à qui profite le buzz? Cette taxe au tonnage, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, les compagnies maritimes qui payent des impôts en France peuvent choisir de payer pendant 10 ans un impôt en fonction de la capacité de leur flotte, le tonnage, plutôt que l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il est de 25% des bénéfices, auxquels il faut ajouter 3,3% de contribution sociale, mais auxquels il faut retirer les réductions et crédits d'impôt qui représentaient en 2022 18 milliards d'euros. La taxe au tonnage, elle est indexée sur une capacité certifiée par une société indépendante et non sur la valeur transportée et produite par la compagnie maritime, selon ce barème. Les années où la production de valeur est faible, voire négative, l'armateur doit donc se débrouiller, et les bonnes années, il va en profiter. C'est un cycle haut-bas qui est vécu depuis toujours par les acteurs du monde maritime. Mais combien ça coûte à l'État et finalement combien est-ce que ça vous coûte à vous? Alors, on a vu dernièrement les compteurs du commerce mondial s'affoler de manière exceptionnelle, avec une pandémie, des guerres, des grèves, les canaux de Suez et Panama qui étaient grippés, pour atteindre une différence entre la taxe au tonnage et l'impôt sur les sociétés de plus de 5 milliards d'euros. Si on ne compte pas les déductions dont auraient dû profiter les compagnies qui choisissaient l'impôt sur les sociétés. Attention, en revanche, aux raccourcis. Premièrement, tous les acteurs du maritime ne travaillent pas dans le transport de biens. Il y a des navires de service, des navires de construction, certains qui transportent des gens et d'autres qui font de la science. L'affolement du transport mondial n'a donc pas le même impact, positif ou négatif, sur tout le monde. Et deuxièmement, ce chiffre est une anomalie unique en son genre. La différence entre la taxe au tonnage et l'impôt sur les sociétés oscille, selon les années, entre 15 et 200 millions d'euros sur les 10 dernières années avant la pandémie, soit entre 0,0006% du PIB et 0,008%. Il faut aussi noter qu'il y a des contreparties demandées pour pouvoir choisir ce mode d'imposition. Avoir au moins 25% de sa flotte sous pavillon de la communauté européenne, que 75% minimum du chiffre d'affaires soit généré via l'exploitation de navires, faire travailler des officiers habitant en France. C'est ce qui permet de créer un cercle de valeur en construisant un champ d'éoliennes en mer, grâce à des navires sous pavillon français, qui vont embaucher des Français qui vont faire leurs courses sur le territoire et consommer l'énergie renouvelable qu'ils ont contribué à produire. C'est plutôt cool. Et les armateurs évoluant dans une concurrence internationale, qu'est-ce qui se fait par ailleurs? Eh ben, on voit que 86% de la flotte mondiale est soumise à la taxe au tonnage. 23 pays de l'Union européenne l'utilisent. Il semble important de travailler avec les mêmes outils que les autres pour avoir les chances de garantir notre souveraineté. Donc, je récapitule. C'est un outil qui permet un calcul extrêmement simple et lisible de l'impôt, qui permet donc de planifier ces investissements essentiels à la transition du maritime et au maintien de notre souveraineté, qui permet de lisser les recettes de l'État, même si les marchés ou la disponibilité des navires évoluent, qui coûte 0,6 à 8 millièmes du PIB, et enfin qui permet de rester compétitif face aux pavillons de complaisance tout en assurant le maintien d'entreprises domiciliées en France. La taxe au tonnage, elle a été instaurée il y a 20 ans, et le monde maritime est un monde de temps long, très long. Le pavillon français reprend des couleurs depuis quelques années, avec encore 40 navires qui devraient arriver en flotte d'ici 2026. En 2027, l'École nationale supérieure maritime aura doublé ses effectifs d'officiers diplômés pour armer ses navires. Une stratégie ambitieuse et claire est nécessaire pour continuer à reconstruire notre marine marchande, qui est un pivot stratégique. La stabilité, notamment fiscale, est nécessaire pour que tous les acteurs puissent s'approprier et décliner cette stratégie sur le long terme.